Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Je vais terminer par la SNPT. Je vais terminer par la SNPT. Merci à tous ceux qui sont en ligne, qui nous encouragent, qui envoient des étoiles, qui sont en ligne. On est très nombreux aujourd'hui sur TikTok, 3000, plus de 3100 personnes qui sont en ligne actuellement, 1500 sur Facebook, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et, merci pour la confiance, merci d'être là. Ne pensez pas que ce que nous faisons là, ça n'a pas d'impact. Je peux vous assurer que jusqu'au fin fond du Togo, le message passe. Jusqu'au fin fond du Togo, le message passe. Le message passe dans tous les secteurs. Et on va continuer par sensibiliser les Togolais. Par mettre sur la place publique la réalité devant nos concitoyens. Et leur dire qu'ils méritent mieux. Qu'ils peuvent vivre mieux. Il ne faut pas donner de l'importance à ceux qui s'agitent. Ils sont dans leur rôle. Restons focus. Le message va passer. Vous prenez des vidéos que je fais parfois. Vous prenez des coupures de vidéos, c'est 200 000 vues, 300 000 vues. Les coupures de vidéos, c'est 300 000 vues. Ça rentre dans les profondeurs des villages. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un travail de longue haleine, mais c'est une lame de fond. C'est une lame de fond qui fait son travail. Et les résultats viendront. Donc, on va parler de la SNPT. Alors, je vous avais déjà brossé par 2 ou 3 fois la SNPT, la Société nationale des phosphates du Togo. C'est la seule société que le Togo détient à 100%, mais qui est gérée par les étrangers, c'est-à-dire sur les papiers. Le Togo est actionnaire à 100% de la SNPT, mais ce sont les étrangers qui gèrent les phosphates togolais. Et je vous ai dit déjà dans plusieurs lives, qui sont ces étrangers-là? Ce sont des Israéliens. Il y avait un patriarche qui s'appelait Rafi Ederi. On ne sait pas quel contrat le lie avec la présidence togolaise ou le pouvoir de Lomé. C'est lui qui est le vrai patron, qui prend les décisions, mais qui prend soin de ne signer aucun document. Il ne signe jamais aucun document. C'est lui qui prend toutes les décisions, qui commande les machines, les pièces de rechange, la commercialisation. C'est lui. Il n'y a pas que lui. Il y a son fils qui est dans la boîte. Il y a son fils qui est dans la boîte et qui s'appelle Ederi Leron, qui est dans la boîte, qui suit son papa. Tous ces gens ont été décorés par Fogna Singbe à la présidence. Et puis il y a son neveu aussi qui est dans la boîte, qui s'appelle Even Wanounou, qui sont des enfants, je dirais des jeunes de 40 ans. Et depuis que leur père est décédé, c'est eux qui ont pris la place de leur père, l'un faisant office de responsable commercial de la SNPT, et l'autre, je ne sais pas quel poste il a, mais qui sont tellement influents et qui donnent les ordres à l'administration togolaise, c'est-à-dire les Togolais qui sont dans l'organigramme de la SNPT. Et donc, parmi les Togolais qui sont dans l'organigramme de la SNPT, je vous ai dit qu'il y a au moins une dizaine qui étaient déjà à la retraite et qui sont toujours là. Depuis que j'ai dénoncé, ils ont fait semblant de bouger quelques pions, mais ils sont toujours là, en commençant par le directeur, Michel Kézier, dont le salaire
est de plus de 10 millions par mois. Donc, il est à la retraite depuis, je pense, 4, 5 ans ou 7 ans qu'il est à la retraite maintenant. Donc, il continue de percevoir son salaire en étant retraité. Il y a d'autres responsables qui sont retraités, qu'on a maintenus à leur poste. Et je vous avais dit que l'ensemble des salaires de cette dizaine de personnes, ou bien une demi-douzaine de personnes qui étaient admises à la retraite et qui sont maintenues à leur poste, fait 30 millions. Et avec les 30 millions, on peut recruter au moins 300, 400 jeunes à la SNPT à raison de 150 000 francs par mois. Et donc ces gens-là sont toujours là. Et la SNPT arrête les chiffres de ses productions au 31 décembre de chaque année. C'est-à-dire, d'ici quelques semaines, la SNPT va mettre, va faire le point de la production qu'elle a fait toute l'année. Et l'année dernière, elle avait fait une production de 1 400 et quelques, 1 400 000 tonnes. 1 400 000 tonnes, 400 000 poussières tonnes. Et tout le monde sait que le phosphate a pris de la valeur. Et le fait que le phosphate a pris de la valeur sur le marché à cause de Covid, ça permet par exemple au Maroc de tirer de très grands bénéfices, d'engranger d'énormes ressources dans les phosphates et de réinvestir. Mais au Togo, on ne sait pas véritablement où vont les recettes des phosphates. Quand vous regardez la loi des finances, on n'a que des ressources maigres qui sont déclarées et on ne sait pas véritablement où partent les ressources des phosphates, alors qu'actuellement, à l'heure où nous parlons, le phosphate sur le marché a de la valeur. Et donc, avant de commencer ce direct, cette année, la direction a fixé comme objectif aux employés d'atteindre les 1600 tonnes. L'année dernière, non, les 1 600 000 tonnes. L'année dernière, ils ont fait 1 400 000 tonnes. Cette année, ils ont demandé de faire 1 600 000 tonnes, donc d'augmenter de 200 000 tonnes. Et c'était sur cet objectif que l'année a commencé, sauf que au cours de l'année, il y a eu du délestage. Et vous savez que la SNPT dépend de la CET via la CEB. Et donc, les 3 mois de délestage qu'il y a eu ont impacté la production, la production du phosphate. Donc, il y a eu de gros soucis à cause de l'indisponibilité de l'énergie. Et ça pose aussi un autre problème. Une entreprise qui fait plus de 60 ans, 70 ans d'existence ne peut pas avoir son propre système d'énergie, d'autonomie énergétique, donc il dépend de la CET, alors que l'entreprise travaille 24 heures sur 24. Là. À la SNPT, on travaille 24 heures sur 24. L'usine ne s'arrête pas, la production ne s'arrête pas. Et donc, il y a eu comment appelle-t-on, le délestage qui a impacté la production pendant 3 mois. Et puis ensuite, il y a eu un incendie qui a pris une des plus grandes machines, qu'ils appellent Rupel 1418. C'est une grande machine, une très grande machine qui a une capacité de travail énorme, de production énorme, qui achemine le phosphate sur les bandes. Et donc cette machine a pris feu au mois d'août ou bien début septembre. Et donc, elle n'a pas pu être réparée jusqu'à maintenant. C'est une machine qui a été achetée au temps du ministre Palitala, qui a coûté des milliards. Et donc, cette machine n'a pas été achetée. Malgré tout ça, avant le 31, alors nous sommes, ils ont déjà dépassé les 1 400 000 tonnes. Et donc, s'ils ont dépassé les 1 400 000 tonnes, alors nous sommes, peut-être à la fin de l'année, ils vont atteindre 1 500 000 tonnes. Mais l'argent est où? L'argent est où? Où va l'argent? L'argent va où? Parce que ce direct que je fais là, je vais interpeller plusieurs organisations. Je vais interpeller par rapport à ce qui se passe au Togo, notamment dans les industries extractives. Je vais interpeller les syndicats. Parce que notre pays, c'est aussi ça. Les gens ont refusé de jouer leur rôle. Les gens ont refusé de jouer, de se sacrifier pour leur mission. On a des syndicats corrompus, des délégués du personnel corrompus. Les gens croisent les bras, chacun se contente de son petit et puis se tait. Donc, on est à ce niveau de production, mais on ne voit pas les recettes dans les livres de l'État. Où vont ces fonds-là? Est-ce que cet argent, l'argent de la production, prend des circuits intraçables? C'est quand même anormal que la plus grande richesse que nous avons, les phosphates, n'arrive pas, on n'arrive pas à cerner les recettes des phosphates au Togo par rapport à la vente sur le marché international. Où vont véritablement les recettes?
des phosphates. Donc, on ne sait pas quel contrat qui a été signé entre l'État togolais et ces Israéliens. Faure Gnassingbé est un bon copain des chefs d'État du Sahel, ce qu'on appelle généralement les présidents de l'AES. Mais on a vu qu'au Burkina, au Mali comme au Niger, on est en train de nationaliser les entreprises. On est en train de mettre les mais lui qui est leur ami et qui est leur conseiller même de l'ombre, il est incapable de nous dire où vont les recettes des phosphates. Mieux, il utilise les étrangers pour gérer des sociétés togolaises. Des étrangers qui n'ont rien à faire au Togo, qui gèrent une société togolaise dont le Togo est actionnaire à 100%. Donc aujourd'hui, depuis que Rafik Ederi est décédé, ce sont ses enfants et son neveu qui sont les vrais décideurs. Et eux, ils viennent pas régulièrement à Lomé, ils sont à distance. Il y a un qui est en Israël, c'est le fils. Et le neveu, lui, il est en France, il fait office de directeur commercial. Et vous savez combien le neveu de Rafi Ederi est payé par la SNPT? Vous savez combien il est payé? Le neveu de Rafi Ederi, même pas son fils est encore payé plus, mais le neveu, vous savez, le neveu, il est payé à 18 millions par mois. C'est-à-dire, plus cher même que le directeur général. Il ne fait rien, hein? Il ne fait pas grand-chose, hein? Mais il est payé à 18 millions par mois. 18 millions qu'il est payé par mois. Et on le paye en 2 tranches. Il a un compte à Lomé, on vire. Chaque 2 semaines, on vire 9 millions. Donc, on vire 9 millions sur un compte à Lomé et on lui vire un autre 9 millions sur un compte à l'extérieur, le compte qui est certainement en France. Il est payé 18 millions par mois. C'est quelqu'un qui allume juste son ordinateur, qui fait des réunions avec la direction sur Zoom, il donne des instructions et c'est fini. Et il est payé 18 millions par mois. Mais lui, il est payé, mais pour les 18 millions, il est payé chaque 2 semaines. C'est-à-dire les 18 millions sont divisés en 2. Chaque 2 semaines, il a un compte à Lomé. La comptabilité vire 9 millions sur le compte de Lomé. Et la semaine qui suit, on vire un autre 9 millions sur le compte de l'extérieur. 18 millions par mois. 18 millions par mois. Et il est payé par anticipation le mois suivant. C'est-à-dire, si on doit lui payer le salaire de décembre aujourd'hui, on lui paie en même temps aussi le salaire de janvier. Il y avait d'autres Israéliens qui étaient passés à la CNPT. Ils avaient les mêmes méthodes de paiement. On leur payait toujours par avance. À un moment donné, ils sont partis. On les a payés 2 mois d'avance. Ils sont partis sans travailler. Ils sont partis avec l'argent. Donc, on anticipe même leur paiement. C'est-à-dire, on les paye par anticipation. Il n'est pas seulement payé pour le mois qui est en cours. Il est payé pour le mois suivant aussi. Il s'arrange toujours pour être payé 2 mois, donc 1 mois d'avance. Donc, la SNPT vire 9 millions sur le compte de ce monsieur, comment il s'appelle déjà, de ce monsieur Even Wanounou, sur son compte qui est à Lomé, et 9 millions la semaine suivante, les 2 semaines suivantes sur le compte qui est à l'extérieur. Le fils de Rafi Ederi, lui, il est payé plus que son neveu. Lui, il est payé encore doublement plus que son neveu. Et ces gens sont les vrais décideurs de l'entreprise. Mais ils ne sont pas togolais. Personne ne sait ce qu'ils font. Mais le seul contrat qu'ils ont, c'est avec la présidence. Pendant ce temps, vous connaissez le salaire de base à la SNPT? Le salaire de base à la SNPT. Le salaire de base à la SNPT. Oui, merci beaucoup à un compatriote qui me dit la tonne de phosphate sur le marché mondial est de 197 000 francs CFA. Je pense que c'est la tonne. 197 000 francs CFA la tonne. La tonne du phosphate sur le marché est à 197 000 francs la tonne. Si le prix du phosphate est à 197 000 francs la tonne sur le marché, prenez 1 400 000 tonnes. Disons, partons comme ça, parce que là actuellement ils sont à 1 400 000 tonnes. Prenons 1 400 000 tonnes fois 197 000 francs CFA et vous avez en quelque sorte une idée à quelques semaines de la production, de la recette
hein, que les phosphates ont eu à faire cette année. Après, on enlève les impôts, les investissements et tout, on voit ce qu'il reste. Donc, ce monsieur, il prend 18 millions par mois. Alors que le salaire de base pour les ouvriers à la SNPT, c'est 43 000 francs, c'est 47 000 francs. 47 000 francs. Voilà, donc ils sont à 275 milliards de recettes avant la fin de la production. Ils sont à 275 000 milliards. 275 milliards avant la fin de la production. Si on prend 1 400 000 tonnes. Donc, le salaire de base de l'ouvrier à la SNPT, c'est 47 000 francs. C'est après quelques bourdonnements qu'ils ont amené ça à 63 000. Qu'ils ont amené ça à 63 000. Le salaire de base des ouvriers de la SNPT, c'était 47 000. C'est après des bourdonnements qu'ils ont amené ça à 63 000. Mais dans la même usine, il y a un étranger ou des étrangers qui ne font rien et chaque fin du mois, ils perçoivent 18 millions, 25 millions, 30 millions. Dans la même usine, vous avez des étrangers ou des gens qui sont à la retraite, qui perçoivent de l'argent alors que vous avez des jeunes qui sont au chômage. Quand vous prenez le salaire du DG, qui est déjà à la retraite depuis des années, plus le salaire de ce neveu de Rafi Ederi qui gagne 18 millions, les deux sont déjà autour de 30 millions. 30 millions, si on peut engager 193 employés à raison de 150 000 francs par mois par employé. Le salaire des deux, c'est-à-dire le DG retraité de la SNPT et le neveu de Rafi Ederi qui est un décideur, comprend leurs deux salaires réunis, on peut recruter 193 employés à raison de 150 000 francs par employé pour l'entreprise. Ça veut dire qu'on peut diminuer en partie le chômage au Togo. Donc, qui autorise que nos richesses qui appartiennent à tous les Togolais soient gérées comme ça? Qui accepte que les richesses du Togo soient gérées comme c'est géré, comme des épiceries? Qui accepte que ces étrangers viennent chez nous et qui décident à la place des Togolais? Vous arrivez dans la région d'exploitation des phosphates, que ce soit dans les lacs, dans le Vaud ou dans le Zior, c'est la misère partout. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école. La dernière fois, il y a des populations qui m'ont saisi pour dire que le dédommagement qu'ils reçoivent par rapport à leur terrain, ils ont demandé à la SNPT d'ouvrir un compte à la FUSEC pour verser l'argent sur le compte, pour qu'il y ait une traçabilité sur les fonds. Comme ça, tout le monde sait combien la SNPT verse à la FUSEC. Comme ça, les collectivités, quand les collectivités iront chercher l'argent à la FUSEC, il y aura une traçabilité. Les gens de la SNPT ont refusé. Ceux qui gèrent la commission d'indemnisation, ils ont refusé. Ils ont refusé. Et ils envoient l'argent des dédommagements aux collectivités pour les terres par Timonet et Flouze. Vous trouvez ça normal? Une société organisée qui envoie l'argent de dédommagement aux collectivités par Flouze ou par Timonet. Si demain ils disent qu'ils ont envoyé 100 000 et ceux qui ont reçu ont dit qu'ils n'ont rien envoyé. Les populations elles-mêmes ont vu la commission en disant créez-nous un compte, versez l'argent sur le compte à la FUSEC. Comme ça, on sait qu'il y a une traçabilité des fonds que la SNPT verse. Ils ont refusé. Parce que pour détourner une partie de l'argent, ils ne veulent pas laisser de traçabilité. Ils envoient l'argent par Timonet. Donc, c'est la misère totale. Les gens de Vaughan ont perdu 80% de leurs terres. 80% de leurs terres, qui sont les terres qu'ils utilisent pour cultiver. Et la plupart des jeunes de Vaughan ont immigré vers le Nigeria. Et les femmes sont des portefeuilles au grand marché de Lomé. Tchévier, c'est pareil. Et pendant ce temps, quand vous prenez l'organigramme même de la SNPT, l'organigramme de décision de la SNPT, je n'aime pas rentrer dans ces considérations, mais nous sommes obligés de le dire parce que c'est un mal profond au Togo. Vous prenez l'organigramme de la SNPT, la plupart des décideurs, ils viennent d'une même région. Est-ce que c'est normal? Les gens de Vaughan, les gens d'Anéron, les gens de Tabli, les gens de Tchévier, les trois préfectures dans lesquelles on exploite le phosphate, pourquoi eux ne peuvent pas être parmi les décideurs?
C'est eux qui sont à proximité. C'est eux qui sont là. Pourquoi eux, ils n'ont pas de cadre pour être directeur adjoint, DG, directeur des opérations? La plupart des décideurs à la SNPT viennent de la même région. Maintenant, si je sors de ces 3 préfectures, les autres Togolais qui sont de Dapaon, les autres Togolais qui sont de Bassa, les Togolais qui sont de Atakpamé, de l'Est Mono, ils ne peuvent pas être dans l'organigramme. Pourquoi les décideurs de la SNPT doivent venir tous de la même région? DG, directeur adjoint, directeur des opérations, comptable, DAF, pourquoi ils doivent être tous de la même région? Et les gens chez qui on exploite ces minerais-là, on les a laissés. Pourquoi? Je vais vous publier l'organigramme de la SNPT ici, vous allez voir. Un matin, je vais vous publier l'organigramme de la SNPT. Vous allez voir les décideurs. Et vous allez vous rendre compte que le Togo est un pays malade. On refuse de renforcer les bases d'une nation. On fait la promotion du népotisme, du tribalisme, de l'ethnocentrisme dans les prises de décision. Les gens de Vaughan, les gens d'Arého, les gens de, je ne sais pas, de Thévier, ils n'ont pas de cadre, d'ingénieurs pour être dans l'organigramme de décision de la SNPT. Surtout que c'est leurs terres qui sont exploitées. Ils n'ont pas le droit. Déjà qu'on ne les recrute pas parmi les ouvriers, on va chercher les ouvriers ailleurs. On a pris leurs terres, on a pris tout, on ne fait rien dans leur préfecture. Leurs femmes sont devenues des portefeuilles au grand marché. Et on ne recrute pas leurs frères dans l'entreprise. Il n'y a pas des gens de Vaughan qui sont ingénieurs, géologues, qui sont des spécialistes, qui sont des économistes, qui sont des gens qui peuvent rentrer dans l'organigramme de décision de la SNPT. Au nom de quoi? Donc aujourd'hui, la SNPT est devenue une vache à lait dont personne ne sait où vont les recettes. Mais je vous ai prévenu, je vous ai dit que le phosphate clair qu'on exploite là, depuis 1958 ou 1957, il va finir. Il va finir dans les phosphates clairs. Maintenant, ils vont exploiter le carbonaté. Et en prévision de l'exploitation des carbonatés, ils ont envoyé une délégation aux États-Unis il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Ils ont envoyé, je pense que le DG adjoint et le responsable de je ne sais quoi qui était aux États-Unis, il y a quelques semaines, pour aller faire des analyses des échantillons, je pense, du phosphate carbonaté. Et le neveu d'Ederi là, qui s'appelle, comment j'ai appelé son nom tout à l'heure, Even Wanunu, était allé les rejoindre aux États-Unis là-bas pour les trucs. Parce que c'est le phosphate carbonaté qu'ils sont en train de convoiter maintenant. Et le phosphate carbonaté est beaucoup plus en profondeur. Nous avons la chance que le phosphate qu'on exploite actuellement est en surface. Donc ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Et donc normalement, tout ce qu'on a exploité jusqu'à aujourd'hui devait permettre quand même de doter cette région d'infrastructures. Regardez, pour quitter Agbodrafort, pour aller à Togoville, on a été incapable de construire un pont pour enjamber le lac. Alors que c'est la zone phosphatière. Vous avez Pemé qui est à côté. C'est dans cette zone-là qu'on exploite les phosphates. On est incapable de monter un pont de Agbodrafort pour aller à Togoville pour permettre une mobilité entre les deux rives du lac et la population qui est là-bas. La SNPT peut financer la construction d'un pont là-bas. Ça fait des années. Et puis, au-delà de tout, le phosphate, ça nous sert à quoi? À part l'exporter. Le Bénin vient va lancer l'année prochaine une usine de fabrication de carreaux sur la base de l'argile. Vous savez que nous avons beaucoup de terres rares et de l'argile, toujours dans cette région. La région du Bambono, c'est bourré d'argile rare, beaucoup d'argile. Donc avec l'argile, on peut faire du carreau, on peut faire de la faïence, des plats et tout et tout. Le Bénin, puisqu'on partage le même bassin sédimentaire, c'est le mono. Donc la sédimentation qui est au Togo, on a pratiquement on a pratiquement à quelques exceptions près le même bassin sédimentaire de l'autre côté du Bénin avec le mono. Donc le Bénin, avec les terres rares,
avec l'argile, veut lancer une usine de fabrication de carreaux pour réduire l'importation de carreaux de l'extérieur l'année prochaine. Nous avons des phosphates qu'on exploite depuis 60 ans, 70 ans. On n'a même pas une usine d'engrais pour soutenir nos populations, nos agriculteurs. On n'a pas une usine de poterie, de faïence. On n'a même pas une usine de carreaux. Mais on a des terres rares. On creuse la terre, on vend, on est en faillite. Et on permet aux étrangers de venir gérer nos sociétés. Donc, je voudrais interpeller les responsables des syndicats à la SNPT. Parce que le patriotisme passe par là. Le patriotisme, c'est de préserver ce qui est à nous. Parce que si demain les phosphates finissent, vous allez perdre votre emploi. Vous, les employés, les fonctionnaires, vous allez tout perdre. Vous n'avez aucune fierté à travailler pour enrichir les gens qui viennent de l'extérieur. Donc, les syndicats au niveau des phosphates, les délégués du personnel, soit vous êtes complices avec la direction, parce qu'on ne vous entend jamais, vous êtes des corrompus, on ne vous entend jamais. Et peut-être que vous êtes des militants de UNIR, vous allez en campagne, tout ce qui se passe là-bas, ça ne vous dit rien. Mais vous devez vous réveiller. D'abord, vous réveiller pour mettre fin à ces directeurs qui sont à la retraite, qu'on garde toujours à leur poste, qui continuent de gagner beaucoup d'argent sur le dos des étudiants qui cherchent du boulot sans avoir. Vous devez vous rebeller contre les étrangers qui viennent donner qui viennent prendre des décisions au Togo à la place des Togolais. Les syndicats doivent jouer leur rôle. Les délégués du personnel doivent jouer leur rôle. Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous laissez faire? Pourquoi vous laissez faire? Hein? Moi je dis, les Togolais doivent apprendre à dire non. Mais on ne peut pas tout faire à votre place. On ne peut pas tout faire à votre place. Si j'ai parlé de ces jeunes qu'on a tapés dans l'usine des Libanais, c'est parce que ces jeunes, ils ont mené des actions, ils sont révoltés. Et c'est normal que quand l'information est dehors, nous, les journalistes, on prend l'information pour aller au secours de ces jeunes. Mais vous, les syndicats, vous ne faites absolument rien. On ne va pas tout faire pour vous. Il y a des gens qui m'ont contacté récemment pour dire, Ferdinand, il faut nous aider, qu'on nous exploite, tout ça. J'ai dit, mais pourquoi vous-même, vous ne faites rien? Ils disent, ils ont peur. Je dis, restez là-bas. Si vous avez peur, restez là-bas. On ne vous exploite pas encore. Restez là-bas. Si moi, je suis quelque part, je travaille et qu'on m'exploite et que je ne peux pas me rebeller, je ne suis pas un homme. Que j'ai peur que je vais perdre mon emploi. Il faut rester là-bas. Mais si vous faites la moitié du chemin, nous, la voie des sans-voix, on va vous aider pour le reste du chemin. Donc, les syndicats, vous faites quoi à la SNPT? Qu'est-ce que vous faites réellement à la SNPT? Je voudrais profiter de cette tribune, comme j'ai l'habitude de le faire, pour interpeller les partis politiques. Je le dis, ça fait des années. Pour interpeller les organisations de la société civile à s'intéresser, à demander des comptes au gouvernement sur la gestion de nos ressources minières. La privatisation des banques, la gestion de nos ressources minières, le port autonome de Lomé. Qu'est-ce qui se passe? Il faut demander des comptes au régime. On n'a pas besoin d'aller au Parlement pour demander des comptes au régime. Une fois que vous êtes un acteur politique, vous pouvez faire des lettres, des saisines, vous pouvez écrire une lettre ouverte, vous pouvez faire des démarches pour demander des comptes au gouvernement. Parce que ce sont les générations futures qui sont compromises. Ceux qui sont en train de gérer le Togo aujourd'hui sont en train de compromettre les générations futures. Donc vous devez demander des comptes aux gens. Il ne suffit pas seulement de multiplier des conférences de presse pour insulter les journalistes, pour raconter des histoires. Un tel journaliste m'a critiqué, je suis ceci, je suis ça. Les vraies questions qui se posent dans la nation, on ne vous entend pas. Vous êtes là à faire de la comédie. On n'a pas besoin. Un homme politique, c'est quelqu'un qui est prêt à gouverner. Ça veut dire qu'il a une équipe qui est là, qui est là dans tous les domaines, qui a de la compétence. Quand on prend l'éducation, vous avez un expert. Quand on prend les mines, vous avez un expert. Quand on prend l'économie, vous avez un expert. Quand on prend les transports, vous avez un expert. C'est-à-dire, vous êtes prêt, si on vous remet le pouvoir demain, vous êtes prêt à gouverner. Ça veut dire que vous avez les compétences pour mettre en difficulté le régime, pour demander au régime des comptes. Demander des rapports, des documents. Pourquoi? Qu'est-ce que la SNPT rapporte? Pourquoi on ne voit pas ça dans le budget? Qu'est-ce que le port rapporte? Pourquoi on ne voit pas ça dans le budget? Qu'est-ce que les clinquers rapportent? Pourquoi on ne voit pas ça dans le budget? Ce n'est pas une question d'aller au Parlement ou de ne pas être au Parlement. On n'a rien à foutre. C'est pour ça qu'il y a l'opposition extra-parlementaire, il y a l'opposition parlementaire. Ceux qui ne sont pas au Parlement, ils doivent participer aussi au débat pour la manifestation de la vérité sur la gestion des ressources du pays.
demander des comptes. Pourquoi vous ne demandez rien? Pourquoi? Parti politique, société civile, pourquoi vous ne réagissez pas? On entend les gens que quand il s'agit des élections, ouais, recensement, ceci, déjà, on a encore balancé un os là, je ne sais pas comment ils appellent ça, l'élection des sénateurs, les gens sont en train de courir dans tous les sens. Mais les vrais problèmes qui se posent dans le pays, on ne vous entend pas. Si vous avez créé vos partis politiques, c'est pour participer au débat national. C'est pour participer au débat national. Donc participer au débat national, c'est poser les vraies questions sur la gestion qui est faite des ressources du pays. Et si vous êtes des stratèges, vous devez savoir que l'adversaire que vous combattez, lui, il utilise ces ressources-là pour se maintenir au pouvoir. Donc en le dénonçant, vous le fragilisez. En le harcelant, vous le fragilisez. Pourquoi Ford utilise les Israéliens pour gérer les phosphates? C'est parce qu'il y a un deal. Pourquoi il utilise les Israéliens pour gérer les phosphates? C'est parce qu'il y a un deal. Et derrière ce deal, c'est quoi? C'est son maintien au pouvoir. Quand il privatise les sociétés d'État, c'est un deal. Le derrière ce deal, c'est quoi? C'est son maintien au pouvoir. Pourquoi? Rappelez-vous, en 2007, Sarkozy avait rencontré Faure Gnassingbé en marge du sommet de... je pense que c'est un sommet UE-Afrique à Lisbonne. Et Sarkozy lui a dit dans les couloirs, quand on aime la France, il faut penser aux intérêts de la France ou quelque chose comme ça. Sarkozy a sorti une phrase comme ça pour plaider le cas de son ami Bolloré. Mais c'était une phrase qui était comme une menace. Mais dès que Faure est rentré, à partir de 2008, Faure a commencé par mener des manœuvres pour éjecter Dupuy-Doby et ramener Bolloré au port. Et dès que Faure a ramené Bolloré au port, Bolloré a financé la campagne de Faure en 2010 comme celle d'Alpha Condé. La France s'est tue. Donc il a vendu le port pour son maintien au pouvoir. Donc s'il vend une banque demain, il privatise une banque demain, en échange, c'est qu'il reçoit quelque chose. S'il cède Togocom, c'est qu'en retour, il reçoit quelque chose. C'est son maintien au pouvoir. Et pourquoi vous qui le combattez, vous n'arrivez pas à aller chercher des chiffres, des données, surtout qu'il y a des rapports pour le dénoncer, pour le confronter, et puis pour informer les populations que voilà comment on est en train de vendre les bijoux de famille. Et que demain, c'est la pauvreté qu'on crée pour les générations futures. C'est les pauvres journalistes qui sont devenus vos cibles. Vous pensez créer une polémique avec ça? On n'a pas votre temps. Hein? Un homme politique qui ne supporte pas les critiques ne peut pas gouverner un pays. Donc voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sur la SNPT. Je reviendrai sur deux aspects. Le 31 décembre, quand ils vont boucler toute la production, je reviendrai faire encore un live. Et je voudrais vraiment que les Togolais se réveillent, surtout en ce qui concerne la cession de nos biens aux étrangers, nos terres, nos minerais, le port autonome de Lomé, les banques. Les Togolais doivent se réveiller parce que ce qui se passe dans notre pays est inadmissible. Aujourd'hui, vous voyez des Togolais qui vendent les terres sans aucune limite. Vous allez sur Internet, vous voyez des gens dire 500 hectares à lotir, 1000 hectares à lotir, 300 000 hectares à lotir, 300 hectares à lotir. L'État n'arrête pas ces dérives-là. L'État n'arrête pas ces dérives-là. Vous avez des gens qui sont devenus tellement pauvres dans les villages, avec la gloutonnerie, l'appétit des géomètres, et comment vous appelez ça comment vous appelez ça? Le terme m'échappe. La spéculation foncière. Les gens vont dans les villages et poussent les villageois à céder les terres, à lotir les terres. Des choses inadmissibles. Vous allez au fin fond du Togo, vous trouvez des Blancs, des Libanais, des Chinois qui ont acheté des terres. Ce qui n'est pas possible en Chine. Et ça se passe au Togo, avec nous-mêmes, notre propre complicité. Vous avez des géomètres qui se promènent, qui balancent les affiches sur les réseaux sociaux. 500 hectares à loti, 1000 hectares à Gou à loti, Dani à loti, je ne sais pas où, Tablibou à lotir, Notier à lotir. Et l'État ne dit rien. Et pourtant, dans les dispositions de la loi foncière, il est dit que quand vous voulez acheter plus de 10 hectares, vous devez donner des justificatifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez créer une société? Vous voulez créer une industrie? Vous voulez créer un champ?
Mais aujourd'hui, on est en train de brader nos terres aux étrangers. Et c'est dans les villages que ça se passe. Il suffit d'envoyer 100 000, 2 schnapps à un chef bizarre là, qui est dans un village, avec la complicité d'un géomètre. Ils vont lotir les terrains pour vendre. Les gens sont dans des villages qui n'ont même plus de terre. Et pourtant, nous avons un petit pays, une bande de terre. Et le Togo est en train... donc, la population togolaise est en train d'augmenter. La population togolaise est en train d'augmenter. À un moment donné, il arrivera des moments où on va avoir des problèmes sur la gestion du foncier. Donc, des dirigeants normaux, des gens responsables devaient prendre des dispositions pour limiter ce qu'on est en train de voir là. Prendre des lois pour limiter tout ça. Pour que les terres ne soient pas cédées à n'importe qui. Et mettre tous ceux qui vendent les terres en garde. Mais rien n'est fait. Rien, absolument rien n'est fait. Les gens continuent. Hein? Tu vas sur Facebook là, hein? Les terres à vendre, terres à lotir, tout ça, partout. 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 300 hectares, 400 hectares, 500 hectares à lotir. Ils vont te dire que, je ne sais pas comment ils disent ça, que acte notarié, décision de quoi, de justice, collectivité, c'est les termes comme ça qu'ils utilisent. À lotir. Et vous vendez les terres comme ça. Est-ce que vous savez que plus de 60% des terres au Togo, même un peu plus, ont déjà quitté les premiers propriétaires? Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire, 60% des terres ont déjà quitté les mains des premiers propriétaires. 60-70% ont quitté les mains des premiers propriétaires. Vous arrivez dans certains cantons, il n'y a même plus de terre. Pour les propriétaires, pour les habitants du village ou du canton, ils n'ont plus de terre. Ils sont là, les terres sont là, ils cultivent des chemins, c'est plus pour eux. Ils ont vendu. Ils ont tout vendu. Vous avez des petits géomètres qui se promènent avec des quoi, qui sont dans la brousse, accompagnés de quelques gardes de l'OTR, et les chefs cantons, les chefs de village, des mandataires, voilà comment on les appelle, qui sont en train de brader les terres de tout un pays. Et l'État regarde, il croise les doigts, ne dit rien. L'État ne dit rien. À l'indépendance, dans les années 1960, Sylvanus avait prévu plein de projets à Michintové. Plein de projets devaient être à Michintové. Plusieurs projets, allez dans les archives, vous allez voir. Beaucoup de projets devaient être installés à Michintové. C'est pour ça que toute la zone de Michintové a été préservée. Mais aujourd'hui, ils sont en train de brader toutes les terres. Mais les projets là sont là. Ils sont en train de... Ce n'est pas pour rien qu'on appelle là-bas Michintové. Il y a Michintové, ils sont dérivés de Kovie, tout ça. Il y avait plein de projets qui étaient réservés là-bas à l'indépendance. Ces terres devaient être préservées. Aujourd'hui, on est en train de les vendre comme les petits pains. En train de les vendre comme les petits pains. Sachant que Lomé ne peut pas s'agrandir vers Diagbélé parce qu'il y a la carrière des phosphates qui arrive. Lomé ne peut s'agrandir que vers Tchévier et vers la route de Balimé. Qu'est-ce que l'État fait pour anticiper l'occupation anarchique des terres là-bas? Qu'est-ce que l'État fait pour garantir les terres là-bas pour les grands projets? Rien. Rien. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.